Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ravi. Il y a des choses à dire, hein, et pas des moindres, messieurs, dames. Voilà, l'actualité autour du club, vous l'avez suivi, vous l'avez commenté, vous avez peut-être vomi d'ailleurs par rapport à certains événements. L'objectif de ce numéro, c'est eh bien, de revenir sur ce qu'il s'est passé, alors non pas en long et en large dans le moindre détail, mais avec les invités du jour, revenir là-dessus parce que c'est quand même important, et en parlant des responsabilités, en parlant aussi des répercussions, parce que c'est surtout ça, les répercussions de tout ça. Et puis il y a eu du foot aussi, enfin du foot, il y a eu un match avec deux équipes, un ballon au milieu et une équipe qui a tenté de jouer au foot et qui l'a emporté, le SCO, et une autre qui plantait des fèves, en l'occurrence l'OGC Nice. Mes invités du jour, j'ai déjà le plaisir d'accueillir un revenant, Hugo, vêtu de rouge et noir, voilà, pour ce numéro. Salut Hugo, comment vas-tu? Salut Pancho, ravi de revenir pour détailler l'actualité du FC Cirque ou du FC Communiqué, c'est selon. Parce que tout le monde a communiqué cette semaine au club. Il manquait plus que le communiqué du club Pancho et toutes les strates du club avaient communiqué. Donc peut-être que ça va venir la semaine prochaine, on n'est jamais à l'abri. Pas de communiqué prévu, hein. On rappelle quand même qu'il y a quelques mois, on se moquait énormément de nos voisins marseillais par rapport à ça. Voilà, sans commentaire. Il est là également, vous l'avez entendu, vous l'avez vu sur Twitter, à l'afterfoot d'RMC, c'est Axel qui est là. Bonsoir Axel, ravi que tu sois avec nous, et comment tu vas, l'ami? Bonjour, super content d'être avec vous. Et je serai encore plus content quand tu m'appelleras Alex. Il n'y aura pas de souci. Tout roule. C'est pas Oh grave. putain, On court pour l'enfer, l'arrivée. l'enfer. Il n'y a pas de souci. Non, non, je suis très content d'être avec vous. C'est cool. Et voilà. C'est ma première dans le Pancho Circus, au milieu du gym Circus. Donc, c'est cool. On embrasse bien sûr Axel, hein, qui relie Voilà. Toujours. ardemment, semaine après semaine, l'actualité de l'OGC Nice. Forcément, j'ai fait une petite, Il y a une pas. petite coquille. Ça m'arrive, hein, j'ai fait une Yevan Diouf à la relance. Des fois, ça arrive. Messieurs, bon, on est le 7 décembre, à l'heure où on enregistre ce numéro. Ça fait une semaine, voilà, qu'il s'est passé tout ce qu'il s'est passé. Je vous propose déjà peut-être déjà de vous demander dans quel état d'esprit vous êtes finalement. J'imagine que c'est pas forcément positif, mais c'est quoi aujourd'hui qui prédomine? Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est la résignation? Est-ce que c'est la colère? Hugo, pour commencer peut-être. Moi, je te dirais un mélange un peu de tout ça. On a dépassé le stade de la simple colère par rapport à la crise des résultats ou de la déception. On est dans un espèce de monde parallèle où chaque jour il peut se passer. Cette semaine, chaque jour où je me suis levé, il pouvait se passer n'importe quoi. T'avais un communiqué qui pondait ou une démission, puis un coup, c'est fini. Donc, en fait, on a dépassé le stade des simples sentiments de résignation ou de colère l'après-défaite. Là, on est dans un univers parallèle où, limite, on attend le prochain épisode ou la prochaine dinguerie qui va tomber. Donc, même moi, je saurais même pas trop comment te dire comment je me sens, mais écoute, on est là et on est prêt à parler, à revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Alex, quel état d'esprit prédomine chez toi là, une semaine après? T'es comment? T'es toujours à chaud? T'es dans quel état d'esprit là? Non, je suis plus dépité qu'autre chose. Parce que je me demande où est-ce que toute cette mauvaise blague va s'arrêter. Je suis plus du tout dans la considération des résultats sportifs. Bien qu'il faudra y venir parce que malgré tout, il y a des enjeux sportifs qui seront conséquents. Mais c'est le climat malsain à l'extérieur du club et à l'intérieur du club, a fortiori encore plus avec ce qui se passe, ouais, ça me perturbe, ça me fait mal au cœur et ça m'inquiète beaucoup pour la suite, beaucoup plus que les résultats sportifs. Voilà, à vrai dire. Et comment peut-on attendre finalement du positif sur le terrain lorsqu'en interne, on voit une organisation gérée de cette manière-là, que ce soit le président, que ce soit l'entraîneur, que ce soit voilà, tous les joueurs naturellement, toutes les composantes de ce club.
eh bien, voilà, battent de l'aile, hein, l'Aiglon bat de l'aile là sur les derniers jours. Bon, on va rembobiner un peu la cassette, hein. J'ai perdu les moins de 20 ans là. La semaine dernière, donc à la suite d'une nouvelle défaite dans le Morbihan à Lorient, 300 à 400 supporters eh bien, attendent les joueurs au niveau du centre d'entraînement. Voilà, c'était pas un mouvement comme ça a été communiqué par la pop, initié par la pop. Il y avait bien sûr des encartés qui étaient présents, mais ce n'était pas à l'initiative de la pop, hein. C'était une initiative, on va dire, de certains groupes de personnes, mais des initiatives personnelles. Euh, Bien sûr, il y avait donc cette crise de résultats, autant en championnat qu'en Coupe d'Europe. L'événement Jérémy Boga lors du match contre Marseille, vous l'avez suivi, qui donne des places à des amis qui viennent à l'Alliance voir le match. Alors on le sait, il est né à Marseille, il a sans doute des attaches à Marseille, mais ces gens-là ont publié sur les réseaux voilà, des éléments, on va dire, négatifs à l'encontre de l'OGC Nice, de moquerie. Donc bon, voilà. Mofi qui rigole après le match avec son ancien président Loïc Ferry, alors que les caméras sont braquées sur lui, qu'en même temps Antoine Mendy est en train de se farcir l'interview d'après-match du haut de ses 20 ans. Bref, il y avait un contexte là et je pense qu'on y reviendra les gars, mais ça dure depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et là, au bout d'un moment, la cocotte minute, j'ai envie de dire, elle a pété finalement. Mais ce soulèvement populaire, Hugo, finalement, il est entendable. Et j'ai envie même de dire que sur les dernières saisons, on s'étonnait même qu'il n'y ait pas eu pour différentes raisons, de descente au centre d'entraînement. Non, c'est clair, on le voyait un petit peu fleurir sur les réseaux après chaque défaite. C'était rendez-vous au centre, pourquoi il n'y a pas une descente au centre? Donc enfin, c'est tout à fait logiquement qu'après cette nouvelle humiliation, c'est arrivé. Ouais, je j'ai pas souvenir depuis le temps que je supporte le GC Nice. Enfin, il y a eu des longues séries de défaites, mais il n'y a jamais eu tel, même un tel mélange entre l'attitude, le contenu, le sportif, le non sportif. Ça dépasse largement là, on a dépassé le cap même des dernières descentes, celle en 2015 où il y avait certes une série de mauvais résultats, mais rien de. Mais c'était vraiment purement sportif. Là, il y a vraiment ce mélange des attitudes. Tu en as parlé des cas de Mofi et de Boga, aux sportifs, à la Coupe d'Europe, les problèmes de gestion, de président, le climat aussi instauré par Francaise dans ses conférences de presse, ces retournements de situation. En fait, au bout d'un moment. Forcément que ça allait péter et ça a pété et ça risque d'avoir des conséquences très graves pour non seulement le côté sportif, mais pour tout ce qui va suivre aussi dans les prochains mois. Alex, donc il y a eu on va dire cette venue de plusieurs centaines de supporters. Un journaliste présent, en l'occurrence Maxime Baquier d'ici Azur. Et c'est là où on a eu un florilège eh bien, d'informations, de désinformations, d'amplification, de recherche, de buzz, de sensationnalisme aussi. Drôle d'époque dans laquelle nous vivons, puisque bon, on a vu des médias relayer le fait qu'il y avait eu des coups, le fait que un des deux joueurs, je ne sais plus si c'est Mofi ou Boga, avait été au sol pendant 1 minute roué de coups. Bref, de ce qu'on sait et de ce que dit aussi le rapport de police, hein, parce qu'il y avait aussi des agents de la BAC présents sur place, climat hostile, mais aucune violence notée. Alex, tu en as parlé sur ton compte Twitter, tu en as parlé également sur RMC. Euh, c'est assez fou en fait de toutes les informations qui sont parues suite à ça. Et finalement, on arrive facilement à s'y perdre. À s'y perdre. C'est c'est fou, Pancho, mais c'est pas si fou que ça. Quand tu remets dans le contexte, et Hugo l'a très bien dit, euh, au-delà des résultats sportifs qui sont ce qu'ils sont, et encore une fois, j'ai pour coutume de dire qu'on est Nice et que on n'est pas des ultra privilégiés pour ce qui est des résultats sportifs. Même si l'année dernière, tu t'en sors très bien et tu finis quatrième, c'est un peu un mirage, ça cache un petit peu le marasme qu'il y avait, notamment en termes de jeu. Mais tu sauves un peu la face comme ça.
Hugo l'a dit, tu as le problème de Coupe d'Europe qui se réitère d'année en année, était encore plus ridicule que tu ne l'étais l'année dernière. Donc déjà, ça, c'est un vrai problème. Au-delà des résultats, c'est des problèmes d'attitude. Vraiment, ça devient contraignant et ça devient vraiment problématique. Et ça touche à la sensibilité de tout le microcosme OGC-Nice, c'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur. Et tout ça, eh bien, ça crée vraiment un mauvais état d'esprit général, globalisé, et tu finis par cet accueil des joueurs dimanche qui est ce qu'il est, qui à mon sens est totalement mérité, parce que encore une fois, l'idée c'était pas d'aller faire le coup de poing. Et quand je parle de mérité, c'est le fait qu'il y ait un rassemblement. Et je rappelle quand même que l'idée de base de ce rassemblement, qui se fait uniquement sur une envie populaire, il n'y a pas un donneur d'or, c'est d'aller parler aux mecs en leur disant bon, ok, les défaites, c'est une chose. Par contre, vraiment changer des choses dans le comportement parce qu'au bout d'un moment, on en a vraiment plein le dos, pour être poli, et il faudrait changer ces attitudes-là. Sauf que tu te heurtes à des mecs ben, qui, au lieu de l'entendre et se dire, ok, faire un peu profil bas, parce qu'en fait, tu avais cette option-là aussi. Tu avais l'option de faire profil bas, de dire, ok, les gars, on fait de la merde, totalement. Sauf que dès le début, ça part pas du tout comme ça. Derrière, c'est très chaud, j'y étais, hein, c'est chaud, c'est hostile, il n'y a pas de souci. Chacun mettra le curseur de, des possibilités euh, où il veut. Pour moi, c'est déjà un peu trop, mais des coups, je persiste et je signe, j'en ai pas vu un seul. Qu'il y ait de l'animosité, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des crachats, c'est pas contesté, c'est pas contestable. Par contre, derrière, c'est pas si surprenant, en fait, que ça parte dans tous les sens. Parce que tu as des joueurs et des entourages, et à mon avis, c'est là qu'il est le début du problème. C'est que tu as des entourages qui, tout de suite, sont pas des gens idiots, qui se disent, OK, à mon sens, là, on a une clé à jouer, les gars. Parce qu'en fait, vous voulez sortir de ce marasme sportif et tu retombes toujours sur les mêmes mecs. Au bout d'un moment, il faut les nommer. Les Boga, les Mofi, les Klaus, qui n'attendent qu'une chose, c'est de se casser. Et là, tu leur en donnes l'occasion d'avoir un argument imparable. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils vont t'expliquer qu'ils se sont fait donner pendant une minute au sol, ce qui est faux. Ils vont t'expliquer qu'ils ont peur. Et ça, je peux l'entendre. Mais ils vont pousser le trait. Après, tu as deux types de réactions. Tu as un mec comme Florian Maurice, pourtant, je suis le premier à lui taper dessus, qui a régi en bonhomme et qu'on n'entend pas et qui la ramène pas et qui bosse. Et là, pour le coup, grand respect. Et puis, tu as des joueurs qui sont ensemble. En fait, c'est la République des joueurs. Ils ont pris en otage. Mais pour répondre à ta question et te redonner la parole, je trouve pas ça si surprenant que ça, en fait. Que ça parte dans tous les sens et que, de suite, des agents de joueurs dont l'intérêt est de partir relaient des informations qui sont fausses. De toute façon, ils partent du postulat de base que eux sont des gentils mecs et qu'en face, tu as 400 nazis mangeurs d'enfants qui sont là pour venir les défoncer. Voilà, stop, fin de l'histoire. Ils ont joué leur carte, bravo. Alors, il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Nice, justement dans ce cadre-là. Donc, il va y avoir voilà, plusieurs semaines d'enquête par rapport à ça et qui viendront accoucher d'un verdict par rapport à ça sur les violences subies ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, et en tant que média non professionnel traitant de l'actualité de l'OGC Nice, si de telles violences, comme certains médias ont pu les évoquer, ont eu lieu, naturellement, il faut bannir ce genre de comportement et ça dessert le club, ça dessert l'institution, ça dessert voilà, et surtout ça ne sert strictement à rien. Mais là, le problème, c'est que il y a quand même du doute par rapport à ça. Il y a un certain nombre de témoignages qui concordent vers le fait qu'effectivement, il y a eu de l'animosité, effectivement, il y avait ce climat hostile, effectivement, il y a eu des crachats. Ça, on a tout vu. Effectivement, Maurice a été un peu pris à partie, il a été exfiltré d'ailleurs par rapport à ça. Mais on a quand même deux joueurs, donc Mofi à qui on a retiré son bonnet, qui est en arrêt pendant 7 jours, Boga 5 jours. Hugo, est-ce que finalement cet épisode dramatique, parce que malheureusement, alors on y viendra, y a-t-il que du négatif là-dedans? On y reviendra. Ça va donner la possibilité d'avoir une porte de sortie pour certains joueurs dont on sait les dossiers complexes depuis plusieurs mois.
Ouais, c'est clair. Après, est-ce qu'on peut y voir du positif, vu les prix auxquels tu les as payés, bah, t'allais dans tous les cas être De manière déficitaire. générale, hein, pas forcément par rapport à ces joueurs-là. Ouais, c'est clair. Mais déjà aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est, on a parlé des agents de Jérémy Boga, il faut rappeler que Jérémy Boga, il est chez Sport Cover et c'est Messa Ndiaye, donc c'est un des agents quand même les plus influents du foot français et qui a mis, entre guillemets, la main sur l'OGC Nice depuis des années, puisque c'est lui qui était l'agent de Ghisolfi, et c'était l'agent de Farioli, donc c'est quand même un peu lui qui a mis la main sur le club lors du mercato de 2023, quand Ghisolfi a remplacé Fournier. Donc c'est pas surprenant aujourd'hui de se retrouver dans une situation où, vu tes problèmes de gouvernance, bah, tu as laissé entre guillemets le pouvoir aux agents. Et quand tu es un agent de l'influence de Messa Ndiaye, c'est pas surprenant qu'ils prennent les choses en main, vu aussi la faiblesse de l'institution. Donc ça, c'était important de le souligner. Et après, sur le positif, oui, forcément, là, c'est difficile de revoir Emofi et Boga jouer sous les couleurs de l'OGC Nice. Sportivement, on est tous d'accord pour dire que ce sera pas une perte, mais économiquement, ça va être un gouffre financier qui est. On le dit souvent qu'on paye les mercatos ratés d'Ineos. Bah, là, c'est quelque chose qu'on risque de se trimballer pendant une longue période parce que j'ai du mal à voir comment tu vas retomber sur tes pattes dans cette situation, quoi. Bon, il y a eu donc tout ce qu'il s'est passé. Encore une fois, comme le disait Alex justement, c'est à vous aussi, auditeurs, auditrices, de mettre votre curseur sur qu'est-ce qui est pour vous de l'ordre de l'acceptable ou pas. Euh, Moi, je m'engage sur le sujet en disant que les supporters ont dans leur initiative, il y avait quelque chose de légitime, mais qui date depuis des mois, des années, parce que derrière les résultats sportifs, que ce soit en Europe ou en championnat, moi, je trouve que c'est peut-être une crise identitaire finalement, beaucoup plus profonde par rapport au club, par rapport aux valeurs qu'on défend, par rapport au fait que en interne, eh bien, c'était Will Bursey qui en parlait dans Gin Tonic. Tout a été retiré en fait. Voilà, toutes les personnes qui aiment le club, eh bien, se sont vues partir. Et ça, voilà, on se rend compte que finalement, alors ça n'explique pas tout, mais c'est une composante aussi importante de faire régner justement une, des gens autour qui gravitent autour du club qui aiment ce club-là plus que tout. Et là, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment des joueurs qui soient attachés à ce club. Je rajoute également que, alors bon, lors de la venue d'une ou deux personnes de la pop dans ce fameux bus, il y a eu apparemment une invective entre Boudaoui et une personne. Apparemment, une violence verbale de la part de Boudaoui. Je précise quand même que Boudaoui, c'est le deuxième joueur le plus ancien dans ce club, derrière Dante. Donc c'est censé être un cadre qui a quasiment 200 matchs sous notre maillot. Voilà. Bon. Euh, Suite à ça, il y a eu des plaintes déposées contre X de la part du club, de la part d'Ineos. Il y a des médias qui ont parlé d'insultes racistes. Forcément, c'est toujours plus vendeur de mettre raciste lorsqu'on parle de l'OGC Nice et lorsqu'on parle d'incidents. Je pense que ça buzz à fond. Un petit message aussi hein, à tous les RMC, Foot Mercato, etc. Mais quel enfer ça doit être de faire ce métier-là, sérieusement, quoi. Quel enfer! La soupe est bonne, hein, comme dirait Molina, hein. C'est bon. Tu parlais justement, vous parliez d'une descente, celle d'il y a 10 ans, hein, sous Puel, avec les Digard, les Bodmer, etc. Euh, mais il y avait eu, semblerait-il, voilà, une réponse sur le terrain, parce qu'on avait affaire à des hommes, quoi. Digard, Bodmer, on aime ou on n'aime pas, mais c'était quand même des hommes, quoi. Des bonhommes. Et ces bonhommes-là, on les a pas. Euh, mais si on commence par quoi? Parce il y a le Francaise, peut-être. Francaise qui, semblerait-il, d'après ce qu'il a dit, a pris quand même un certain temps pour discuter. Alex, tu y étais, avec les supporters. Il dit dans une première déclaration il n'a pas vu de violence, il n'a pas été témoin de violence. Moi, c'est ça que je n'arrive toujours pas à m'expliquer aujourd'hui, ce revirement de situation dans sa communication. Parce que bon, on peut aimer ou pas le personnage, on peut aimer ou pas le tacticien. Euh, je me dis que on a un commandant à bord qui est dans une situation très compliquée, mais je préfère aller à la guerre avec Aise qu'avec Sablé. Voilà, ça c'est un avis personnel. Vous allez me dire ce que vous allez en penser. Mais comment expliquer, Alex,
ce revirement de situation dans la communication de Hez, et je pense que ça en a perdu beaucoup d'entre nous finalement. Alors, pour le coup, je pense que c'est le revirement de situation le plus facile à comprendre. Je m'explique. Tu as Mofi et Boga qui veulent se barrer et qui très vite communiquent dans le sens qu'ils ont été victimes de coups. Encore une fois, je le répète, je peux parfaitement comprendre que psychologiquement, ça les ait secoués. Les mecs, ils sont hors sol, et c'est ce que j'expliquais, ils vivent sur la Côte d'Azur, ils prennent des ronds, beaucoup, et tant mieux pour eux. On peut pas leur demander d'avoir des vies normales, et là, ils atterrissent en pleine vie normale, c'est-à-dire avec 400 mecs à 23 heures qui les attendent et qui ont 2 mots à leur dire. Donc, je peux comprendre que ça te secoue. Pour moi, le calcul, il est très simple et il est d'une malhonnêteté intellectuelle crasse, mais ce n'est que mon avis. Mais je ne vois pas d'autres arguments possibles. Il démonte ton effectif depuis un mois et demi. Allez, depuis 6 semaines, il les éclate en deux. Ils sont pas au niveau. Donc, il les a perdus, clairement. Ils sont pas au niveau. Ils perdent tous les duels. Dans l'état d'esprit, c'est pas ça. C'est la première fois en 23 ans que je coach, que j'ai un groupe comme ça. Je rappelle quand même que Hez, qui est, à mon sens, un bon coach, en est à sa 5e année. Dans l'esprit des gens, il a fait monter Lens. En fait, il a pris Lens à la 28e et Lens est monté à la 30e suite au Covid. Sotoka met un péno à la 88e, il passe de 5e à 2e et il monte directement au championnat arrêté. Derrière, bon, ben voilà, ça réussit bien. C'est un bon coach, mais humainement, la déception, c'est colossal. Moi, tu ne m'enlèves pas de l'esprit que s'il a un accord sur la table qui lui paye la moitié de ses indemnités, il part dans la minute. Et je ne supporte pas cette ambivalence de je veux démissionner. D'ailleurs, il a encore sorti aujourd'hui à la fin du match contre Angers. Il a encore sorti. Non, mais c'est bon, j'ai déjà proposé de démissionner. Je ne vais pas le refaire encore. Mais si aujourd'hui, et on y viendra après, tu n'as pas tous les signaux que ton président t'a lâché, ton directeur sportif, j'en sais rien, parce que lui, c'est grand mérite à lui, c'est le seul qui communique pas et qui continue de bosser avec ses qualités et ses défauts. Mais ton effectif t'a lâché. Tout le microcosme de l'OGC Nice t'a lâché. C'est-à-dire que supporters, journalistes, tout le monde l'a lâché. Tout le monde a compris, ou alors tout le monde se trompe, et peut-être que c'est le cas, qu'en fait, il est disposé à démissionner, mais sans démissionner. Et il l'a dit. Je trouve qu'en termes de communication, c'est une catastrophe absolue. Je ne démissionnerai jamais. Sous-entendu, lourdez-moi, casquez-moi et je m'en vais. Mais moi, je pars pas sans mes sous. Il a le droit. Mais par contre, le procédé, et je trouve que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle profonde, je déteste ça. Après, les joueurs, j'y reviens, ils sont dans une posture, ils vont pas en bouger. Je pense même, ça n'est que mon ami, je pense qu'ils vont attaquer le club. Ah, je suis quasiment certain qu'ils vont attaquer le club pour défaut de sécurité. J'en mets ma main coupée. Oui. S'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, j'en suis certain. On y viendra justement peut-être après par rapport aux joueurs, parce que là aussi il y a un lot d'éléments à voir par rapport à ça. Mais ouais, Alex, c'est... Sur les retournements de veste, on est pas mal aussi sur un cas très précis. Celui-là, il est fantastique, parce que pour y avoir assisté, en fait, quand les joueurs sortent du bus, ils sortent par l'avant. Et il y en a un qui s'échappe par l'arrière, il fait le tour du bus, il rentre dans le centre d'entraînement, c'est Klaus. Klaus, derrière, il peut dire ce qu'il veut. Non, j'ai jamais dit que j'allais porter plainte. Oui, tu as dit que tu allais porter plainte, parce que pour toi aussi, tu attendais qu'une chose, de barrer. Et je comprends qu'il ait l'exemple de ne pas être parti à Leverkusen et de jouer la Champions League à son âge, avec une carrière raccourcie, il n'y a aucun problème. Mais lui, il a saisi l'occasion pour se barrer, sauf quand il a compris qu'en fait, ça allait être très facilement démontrable, lui, pour le coup, qu'il avait jamais été au milieu de la mêlée et qu'il était parti comme un rat mort derrière le bus et qu'il était rentré au centre d'entraînement. Du coup, c'est devenu problématique. Et il dépose plus plainte. Et derrière, il va t'expliquer que c'est les autres qui ont mal interprété. Non, personne n'a mal interprété. Tu as voulu saisir la balle au bon et tu t'es rendu compte derrière que tu allais te faire avoir, parce que là, pour le coup, Mofi et Boga, ils peuvent dire j'ai pris des tampons dans la mêlée. Lui, c'est impossible. Donc, il n'y a rien qui va en termes de com. Et je pense que c'est le groupe le plus vicié des 30 dernières années. Je parle pas de talent, parce que tu le disais tout à l'heure, le sportif, tu gagnes 3 matchs de suite, tu es 7e, tu en perds 3, tu seras 16e. On est Nice, on a eu des crises sportives plus développées que celle-ci, sportives. Mais Hugo le disait tout à l'heure, en termes d'identité, en termes de valeur, en termes de divorce avec tout l'environnement du club, perso, j'ai jamais vu ça. Hugo, est-ce que tu souhaites rebondir là-dessus? Hez, la communication, les résultats sportifs, il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
Mais au-delà de la crise sportive, moi je trouve que justement ce mélange, on va dire toxique, hein, met le gym aujourd'hui en grand danger. Parce que derrière, tu risques une relégation et c'est des dizaines d'emplois qui. Enfin, tu es obligé de remercier un certain nombre de personnes. Enfin, je veux dire, pour un club, vivre une relégation, économiquement parlant, c'est gravissime. Donc, bon, on peut ne pas être spécialement amoureux de cette équipe-là. Mais par contre, vouloir quand même qu'elle reste en Ligue 1, je pense que c'est le sentiment de tous. Mais va-t-on y arriver? Ça reste à démontrer. Hugo. Ah bah, sur Francaise, ça va être difficile d'analyser puisque bah, moi perso j'ai rien compris. Ça va faire un mois que je comprends rien à chaque prise de parole. Il dit soit A, soit B. Pour moi, c'est le tournant dans sa. Pour moi, au niveau communication, je le trouvais parfait jusqu'au match contre Fribourg. Même après le match contre Fribourg, où il dézingue les joueurs et où je trouve que c'était plutôt justifié qu'il le fasse à ce moment-là. Ça permettait de piquer son groupe. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Et ensuite, c'est suivi chaque conférence de presse pire que la précédente. Puisqu'à Metz, il te dit qu'on va changer de style de jeu et maintenant on va mettre le bus à chaque match jusqu'à la fin. Tu reviens contre Marseille, finalement, il a changé d'avis. Il dit qu'il veut récupérer des ballons hauts. On prend 5-1. Et après Marseille, c'est là qu'il aborde en premier le thème de l'électrochoc. Pour moi, ça, c'est l'erreur fatale. C'est à partir du moment où tu dis publiquement que tu veux démissionner. Après, un entraîneur qui dit qu'il a songé à partir, il est déjà parti. Donc à partir de là, tu vas juste, en le conservant en poste, tu vas juste, entre guillemets, retarder l'échéance et perdre du temps. Parce que pour moi, il a déjà perdu son groupe. Et en le disant publiquement aussi, il a aussi perdu les supporters, alors que franchement, il avait le soutien total des supporters jusqu'à très récemment. Et donc, ouais, avec ses défauts de communication et ses revirements, bah, tu as perdu tout le monde. C'est-à-dire que personne ne comprend rien, personne ne comprend pourquoi il reste. En plus, il a abordé de lui-même les questions financières, donc ça va. En plus, ça a rajouté de l'huile sur le feu, parce que si tu sous-entends toi-même que tu restes, parce que, faut pas déconner, tu vas pas t'asseoir sur tes 43 mois de salaire, bah, tu rajoutes encore plus un argument en plus dans les problèmes. Puis en plus, pour terminer avec le revirement final du la nuit blanche, et au final, j'ai décidé de rester pour mes joueurs, mais en même temps, les joueurs, tu les as défoncés depuis le début. Enfin, tu peux essayer d'analyser comme tu veux, c'est incompréhensible. Et si c'est flou pour nous de l'extérieur, ça l'est aussi de l'intérieur. Et donc, si ça l'est de l'intérieur, bah, c'est extrêmement problématique. Alors, je suis peut-être extrêmement naïf, Alex, mais jusqu'à ce revirement de situation de Hez, enfin, je me suis dit, j'ai envie d'aller à la guerre avec lui, dans le sens où ça tire à balles réelles sur Bokeh, ça tire à balles réelles sur Ineos, quand il dit qu'il n'a pas eu de nouvelles du porte-parole, on va dire, d'Ineos, enfin de l'actionnaire, en l'occurrence Jean-Claude Blanc, jusqu'à mercredi. Enfin, après, c'est sans doute très bien pensé, etc. Mais je me suis dit, putain, peut-être que il va faire bouger les choses, tu vois, naïvement sans doute. Écoute, pour moi, la cassure, elle est hyper simple. Hugo l'a dit déjà, il a défoncé ses joueurs pour derrière t'expliquer des schémas tactiques qui changent d'un match sur l'autre. En fait, c'est même pas des schémas tactiques, c'est les déclarations de ce qu'il va faire. Puis il revient en arrière. Alors après, il a le droit d'avoir des incertitudes et de changer d'avis, hein, ça, il n'y a pas de problème. Moi, là, j'y assiste. C'est la sortie du bus où il éclate tout le monde. Mais quand je dis il éclate tout le monde, il défonce tout le monde. Du haut au bas du club, il défonce tout le monde. Grosso modo, il y a lui et les autres. Pour l'entendre dire le lendemain qu'il a eu écho, qu'au final, c'était quand même beaucoup plus chaud que ce qu'il avait vu, donc tu franchis déjà une étape, pour dire le surlendemain que là, carrément, il était entouré de mecs avec des cagoules et des boules de pétanque. Non, là, tu vas trop loin, mais moi, je comprends pas, en fait, ces mecs-là. Je sais pas, j'imagine qu'ils sont entourés, qu'ils ont des conseillers com, qu'ils ont des agents. Et, enfin, essaye de pas aller trop loin et de pas dire des hérésies, parce que là, ça va se retourner contre toi. Il l'a dit parfaitement. Il est allé tout seul sur le volet financier. En fait, normalement, ça se règle en interne et personne ne va sur ce terrain-là. À partir du moment où tu le mets sur le tapis, ça pue. Les gens, ils vont se dire, tiens, mais pourquoi il parle de ça? Nous, ça nous regarde pas, en fait. Si à un moment, il doit se barrer, qu'il trouve un arrangement et qu'il paye la moitié, c'est la coutume, ou la totalité, et grand bien lui fasse, il a signé un contrat, personne lui a mis un couteau sur la gorge pour le signer, ni à lui, ni au club. Si il fait c'est moi, il fait c'est moi, il n'y a aucun problème. Et la phrase finale, je reste pour l'humain, c'est bon, en fait, lui, il a le totem du super mec qui vient du Nord. Alors, c'est très beau ce qu'il a fait avec Lens, mais malgré tout, tu ne me l'enlèves pas, il n'est jamais sorti de cet environnement-là, il n'est jamais sorti de sa zone de confort, mis à part
l'année dernière. L'année dernière, il est arrivé avec le totem. Tout le monde a l'image, je pense qu'initialement, tout le monde a l'image d'un super mec. Moi, j'ai rien contre lui. Je le connais pas personnellement. Je l'ai juste entendu dire une chose et son inverse opposé le lendemain, et une chose et son encore plus opposé le surlendemain. Plus sa com qui est catastrophique. Là, tu te dis, OK, le mec, il reste là. Et pour moi, c'est le patron du sportif. Pour moi, il y a Bokeh aux abonnés absents et qui reviendra après. Maurice, force est de constater quand même que son recrutement, il est catastrophique. Alors, Mais par contre, je trouve Ez a qu'il réagit validé, au hein. bonhomme. Toutes Bah les oui, recrues, c'est sorti justement lorsque eh bien, on a parlé de tous ces éléments ces derniers jours. Voilà, les joueurs, notamment voilà, Kevin Carlos, Abdul Samed, etc., c'est des joueurs validés par S. Donc c'est vrai que on avait l'impression sur les dernières semaines qu'il se mettait un peu de côté, comme il avait été aussi victime de cette situation-là, alors qu'il a aussi contribué finalement à faire venir ces mecs et à se rendre compte que eh bien, ça ne fonctionne pas. Il y a très très peu de recrues qui donnent quelque chose de positif. Il y a Vanout, il y a Opong, Diouf à la limite, mais c'est trop léger, trop léger actuellement. après, Hugo l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de patron. Il y a personne qui dirige ce club. Donc en fait, au bout d'un moment, Bokeh, on peut lui crier dessus. Ok, c'est un employé, c'est un salarié. Le club, il lui appartient pas, c'est pas ses rôles. Blanc, c'est le stade au-dessus, mais c'est pareil, c'est pas ses rôles. Mais moi, je suis Ratcliffe, milliardaire ou pas milliardaire. Là, mon club, ça part comme ça. Mais comment le mec, il vient pas au centre? À Nice, il attrape tout le monde, il dit maintenant, vous fermez tous vos gueules. Voilà. Maintenant, je suis là, et en fait, vous allez tous rendre des comptes. Et après, là, ils ont fait un communiqué Ignos avant-hier. Incroyable. C'est une blague. Non, mais c'est Est-ce que une c'est la blague. fameuse communication attendue depuis fin septembre? Parce que si c'est ça, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. En fait, le bouliste du coin fait des meilleurs communiqués que celui-là. Celui-là, c'est juste pour assassiner Ez à la fin, parce que c'est juste ça. À la fin, il le coupe en deux sans le dire, parce qu'en plus, au bout d'un moment, tu peux y aller. Et vous virez là aussi, en fait. Quand vous êtes plein, au bout d'un moment, vous pouvez plus le voir. Ils peuvent plus le voir. Bokeh, Ez, ils peuvent plus se voir. Ils peuvent plus se voir. Là, tu vois que ça part à volo. Moi, je suis rapide, j'ai mis des sous là. Ça, c'est mes valeurs marchandes. Les résultats sportifs, c'est la vitrine. Je vois que ça part comme ça, mais je vire tout le monde. Ça me coûte 4 millions, 8 millions, je vire tout le monde. J'essaye quelque chose. De toute façon, il est pas à ça près. Par contre, quand son club il va avoir 80 millions au lieu des 250 qu'il voulait au début, ça va lui faire tout drôle. Hein. Bah, c'est déjà le cas. Ben oui. Hugo, Ez avait proposé, du moins dans ce qu'il dit, une démission en trio, couplée à celle de Maurice et Bokeh. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas à lui de dire à ses deux supérieurs, entre guillemets, hiérarchiques, de démissionner ensemble. Puis, ouais, ça donne un peu l'impression de. Bah, comme finalement Bokeh et Maurice, ils voulaient pas démissionner, bah, il s'est dit, bah, je vais pas me barrer tout seul parce que sinon je passerai pour celui qui abandonne tout le monde. Donc, au final, c'est très étrange. C'est- t'es- Moi, tu as clairement l'impression qu'il reste pour la thune, hein, parce que je vois pas pourquoi, même pour sa propre carrière à lui, qui a quand même qui est arrivé avec une image de top 1 coach français en Ligue 1. Francaise, après Lens, tout le monde était choqué qu'il vienne à Nice, tellement sa cote était totale. Donc je comprends pas pourquoi il continue à rester alors que bah, il a perdu son vestiaire, il a perdu, enfin, il végète, même lui, d'un point de vue personnel. Si tu penses, si tu te mets à la place de Francaise et que tu raisonnes égoïstement, tu te dis, mais pourquoi rester à Nice? Chaque jour qui passe, il détériore son image. Donc, en fait, t'as vraiment l'impression que c'est purement financier et Il peut-être y a de par l'ego ego. aussi, hein. L'ego, ouais, Ouais, beaucoup d'ego, j'ai l'impression aussi entre les différents personnages. ouais, Euh, il veut pas démissionner parce qu'il vient de prolonger, donc forcément, le métier de coach étant entre guillemets précaire, tu te dis tu vas pas t'asseoir sur tout ce salaire, mais du coup Ouais, mais ça alors brouille un c'est à peu la l'image. gouvernance, hein. C'est à la gouvernance justement, on en parle de prendre une décision limpide par rapport à ça, en disant écoute, là ça ne fonctionne plus, le club sportivement il est en danger, t'es pas le seul fautif, mais là il faut un nouveau souffle, Alex. Donc euh, on en parle, hein, et bon, bien sûr, Fabrice Bocquet, depuis qu'il occupe ce rôle de président, même si bon, il a fait beaucoup de manœuvres depuis son arrivée au club. Et il a aussi expliqué le retrait progressif de Jean-Pierre River de la scène médiatique, etc., et même décisionnaire. Euh,
Alex, par rapport à ça, bon, Fabrice Boquet cristallise énormément de critiques, euh, mais ce- ce dont on se rend compte, c'est que en temps de crise, en temps de tempête, tu vois en fait le vrai visage des gens. Et pour le coup, Bokeh, le costume de président est beaucoup trop grand pour lui. Enfin, du moins, c'est un peu ce ressenti. Lorsqu'on l'écoute sur RMC, c'est plat, c'est vide, en fait, c'est flippant. Ça ne remet pas en cause une compétence sans doute qu'il a. Je crois qu'il a une formation de directeur administratif financier à la base, c'est un financier. Mais pas président de notre club. Pas président de notre club, c'est pas possible. Alors, ok, c'est un mec super brillant, vraiment. C'est un mec brillant et je pense même que c'est un gentil mec. Vraiment, je pense pas que ce soit un tordu. Je sais que par exemple sur les deals avec les joueurs, avec les agents, il est assez costaud. En DAF, c'est un tueur. Voilà, c'est très simple. Il faut des mecs comme ça dans les boîtes. Par contre, là, on parle de président d'un club de football dans le sud de la France, à Nice, qui est un club particulier quand même. L'autre fois, je faisais la comparaison. J'ai rien contre Lorient. Ferry fait du super boulot à Lorient depuis très longtemps, mais c'est pas les mêmes entourages, c'est pas les mêmes microcosmes. Enfin, pour moi, Bokeh, il est directeur régional de Carglass, il n'est pas président de l'OGC Nice. Je le dis pas, je le dis pas méchamment, mais pas à ce poste-là, en fait. Je suis certain que c'est un mec brillant et je suis quasiment sûr que c'est pas un tordu. Voilà, je pense pas que ce soit un tordu lui pour le coup, vraiment. Euh, mais je comprends pas en fait comment il peut entraîner les mecs. Je l'ai vu quand ils sont 2-2 à Monaco. Il prend la parole dans le vestiaire à la fin. Il prend la parole 10 secondes. Elle, il vient à son secours, il le sauve. Il reprend la parole. C'était d'une platitude absolue. Et là, je regarde, il déroule des éléments de langage. Il fait confiance à des gens de la com qui sont ses équipes de com. Et encore une fois, il y a une telle dissonance entre la mentalité niçoise. Je te dis pas que tu dois mettre que des mecs de Riquet, de Saint-Roch au club, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, tu ne peux pas te couper totalement de la façon dont travaille ce club depuis 30, 20, 10 ans qui travaillait dedans. Force est de constater que Ineos a mis des sous et c'est tout à leur honneur. Ils les ont mis. Tu passes devant la BNCG, t'as pas de problème. Il y a des clubs, ils sont emmerdés. À chaque fois, ils vont en appel. Il n'y a pas de souci. Ils les ont très mal mis. Leur projet, personne n'a rien compris. Personne. Rien. T'as jamais su dès le début où t'allais. Tu t'as jamais su ce que t'allais vraiment viser. Et là, tu te retrouves avec lui. Pourquoi? Parce que River se barre. Tu passes derrière River quand même. Faut être costaud. Hein. Le mec, il était implanté ici. Il savait qui appeler quand c'était le bordel. Il avait des relais. Il a du charisme. Ah, ça aussi. Et quand tu arrives et qu'il y a un patron et qui dit, bon, les gars, maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, je vous le certifie. Ce qui se passe maintenant, ce serait jamais passé il y a 6 mois. Parce qu'en fait, avec ses défauts et ses qualités, il serait rentré dans un vestiaire, il serait rentré au centre et il n'y a pas des joueurs qui ont 22 ans, qui auraient convoqué des mères et des pères de famille qui ont 50 ans et qui ont 20 ou 30 ans de club. C'est la république des joueurs. Là, le flocage, tu reviendras peut-être après. Oui, bien C'est sûr. dans la ligne droite encore. Ah, on dirait qu'ils font un concours et qu'ils en rajoutent toujours. Toujours, toujours. Mais Bokeh, pour te répondre, à mon sens, c'est pas. Les Anglais ils disent the right man at the right place. Non, probablement un bon mec, mais pas là. Pas là. Du moins, on n'a pas le sentiment que le club et du moins l'institution est solide, quoi. Tu vois, c'est-à-dire L'impression que, qu'il va t'entraîner. L'impression qu'il va t'entraîner. tu vois, Il va là, pas te tirer avec toi. il y a eu par exemple à Strasbourg, alors je sais pas exactement ce qu'il a fait Emega, mais il a été sanctionné d'un match où il n'y participe pas. Je veux dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait pour Klos avant la Roma? On le fait pas démarrer titulaire, mais on le fait rentrer sur la dernière demi-heure. Et on lui donne le brassard le week-end qui suit Je contre le lui donne le PFC. brassard. Je lui donne le brassard. C'est mort. C'est cette gestion individuelle du coach, et je ne parle pas tactique, hein, me pose sérieusement question depuis plusieurs semaines, depuis l'épisode Close aussi. Vraiment, il y a des choses, on va dire, irrationnelles et où on se dit de l'extérieur, mais comment ça se passe en fait. Euh, Par rapport à ça, Hugo, on a quand même beaucoup parlé, on va dire, du coach et du microcosme, on va dire, au GC Nice autour, mais dans tout ça, les joueurs dans tout ça, je pense, Hugo, suite à ce qu'il s'est passé,
Voilà, bon, les arrêts de travail de Mofi Boga, on en a parlé. Klaus, Alex en a parlé. Mais suite à ça, il y a eu bon, des messages de soutien de la part de certains joueurs sur les réseaux. Ça les regarde. Mais il y a eu le communiqué. Voilà. Suivi, alors j'ai plus la chronologie, mais il y a eu aussi dans le communiqué une accusation un peu de complotisme par rapport justement au côté, on va dire, au système de sécurité qui était un peu, un peu léger là-dessus. Euh, la volonté de convoquer certains salariés du club, pour qui, pourquoi, on ne le sait pas, cette convocation a été refusée. Et on va dire la cerise sur le gâteau, ce flocage, eh bien, cet après-midi, Boga Mofi. Alors, à titre personnel, je vais vous le dire, hein, je suis très honnête. J'ai vu 15 minutes du match. C'est surtout Alex et Hugo qui vont vous en parler lorsqu'on y viendra. De toute façon, ce sera très rapide et expéditif. J'allume le match, je vois Boga Mofi sur les maillots, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me dis, mais enfin, c'est lunaire. Et en fait, le terme a été dit, république de joueurs, c'est un terme dont on entend parler depuis quand même plusieurs années, Hugo. Et en fait, là aussi, en temps de crise, tu vois que eh bien, les joueurs, voilà, ça prône l'unification, mais quand tu vois les performances collectives, tu n'as pas l'impression que ce soit réel en fait. Ah, le pire, c'est, je pense, quand même, quand t'entends la justification de Bokeh quand il est interrogé en zone mixte après le match, qui explique pourquoi, comment ça s'est fait cette histoire du flocage. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'en gros, pour le communiquer et le flocage, c'est cette semaine, vu que les joueurs étaient choqués, il les a laissés faire. C'était en gros carte blanche pour comment ils allaient gérer psychologiquement ce choc pour eux. Mais par contre, à partir de la semaine prochaine, terminé, on passe à autre chose et maintenant le club reprend les rênes et le contrôle. Enfin, c'est quand même lunaire. C'est en gros, il t'explique que cette semaine, les joueurs ont eu quartier libre pour faire ce qu'ils voulaient après l'événement. Mais par contre, à partir de demain, terminé, ça, tout le monde va filer droit. J'en doute légèrement. Et ouais, ouais, bah après, oui, forcément, on peut stigmatiser les joueurs, mais s'ils le font, c'est qu'ils ont l'opportunité de le faire et bah, ils auraient tort de s'en priver, entre guillemets. S'il y a entre guillemets, une vacance du pouvoir, bah, t'es joueur, et c'est un business, tu prends le pouvoir, quoi. C'est-à-dire que personne n'incarne l'autorité dans ce club, donc forcément, moi, franchement, des précédents, on peut parler de Naïsna, mais moi, j'ai jamais vu un club relayer un communiqué de ses propres joueurs qui stigmatise d'autres salariés, d'autres employés sur son propre site internet. C'est du jamais vu. Donc à partir de là, tout peut se passer dans le club. Donc le flocage, c'est la suite directe de ce qu'on a vu tout au long de la semaine. Ça, je te Alex? mets ma main à couper Ouais. que le communiqué et le flocage, sous-jacent, c'est où il y a le communiqué et tu fermes ta gueule, où il y a le flocage et tu fermes ta gueule. Sinon, limite, on ne joue pas. Je ne connais pas les termes exacts, mais en fait, ils ont pris le pouvoir. Hugo l'a très bien dit, il n'y a pas de patron. Dans tous les organismes, dans toutes les sociétés, dans toutes les associations, dans toutes les républiques, si tu n'as pas un patron, t'es mort. Voilà. Les mecs ont pris le pouvoir, c'est les actifs principaux, ils ont des comportements qui sont les leurs, qui sont des comportements de garçons de 20 ans, 22 ans, 25 ans, qui vivent sur la côte d'Azur, qui gagnent de l'argent. Et si derrière, tu les cadres pas un peu, avec des entourages qui leur expliquent que c'est les plus forts, que c'est les plus beaux, que s'ils jouent pas à l'entraîneur, il est bidon, que le président, il est bidon, que le club, il est bidon et qu'ils trouveront toujours mieux ailleurs. Donc, si t'as pas un patron là, c'est fini, rideau. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, complètement, mais ça montre aussi une chose, c'est qu'on a des joueurs, alors c'est peut-être générationnel aussi, hein, mais qui sont totalement hors sol. Totalement hors sol, c'est-à-dire que ils sont quand même salariés. Alors bien sûr qu'il y a une grosse défaillance de l'organisation et de la gouvernance, forcément parce que dans un club normal, ce genre de choses ne se passe pas. Mais derrière, enfin, je veux dire, la responsabilité individuelle de chacun, étaient-ils tous alignés sur le communiqué? Étaient-ils tous alignés sur le flocage des maillots? Je ne suis pas sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs dans ce club qui voilà, crée voilà, ce mouvement-là d'influence aussi pour tout simplement foutre de la merde parce qu'ils n'ont aucun intérêt et aucun amour du maillot. Ça reste un employeur. Et c'est vrai que
pour le coup, ça, Hugo, Alex, ça a créé une vraie rupture, une vraie cassure. Et on va parler du communiqué, peut-être celui le plus marquant, parce qu'il est extrêmement bien rédigé, c'est celui de la pop. Euh, voilà, qui dit les choses clairement et qui annonce qu'ils ils ne viendront plus au stade. De toute manière, le prochain match ou les prochains, je ne sais plus exactement, il y allait avoir un huis clos contre Saint-Etienne suite à l'anniversaire des 40 ans. Et je crois que j'ai vu autre chose, un sursis ou... T'entends pas, Hugo? Non. Alex, tu veux peut-être enchaîner Ouais, le temps qu'Hugo retrouve la lumière. Hugo, on t'entend pas. Ouais, Hugo allait dire justement que tu avais pris un sursis et un autre match avec la Populaire Sud fermé. Ouais, bah, de toute façon, tu vas perdre ton public. Après, quand tu regardes le match d'aujourd'hui, tu te dis en fait, quelle est la porte de sortie? Quelle est la possibilité de rebasculer du bon côté? Vraiment, là, à l'instant T, je vois pas la solution si tu restes, en fait, si tu repars avec les mêmes et tu recommences. Et tu me parles Est-ce de que sport Alex, auto. tu comprends et tu acceptes, toi, en tant que supporter de l'OGC Nice, ce boycott? Parce qu'on sait que ça a été un peu relayé énormément, même sur les réseaux. Est-ce que pour toi, c'est une bonne solution d'exprimer un mécontentement et un ras-le-bol par rapport à cette situation-là? Alors, ma première réaction quand j'ai lu le communiqué de la Populaire, quand même, ce qui est quand même fantastique, c'est que le communiqué de la Populaire, il est fait par des mecs qui sont maçons, jardiniers, comptables, et il est 6 fois meilleur que le groupe Ineos, qui a tout gagné dans le monde du sport. Juste pour la parenthèse. Et il est exceptionnel. Parce que, en fait, pourquoi? Parce qu'il est sincère. Parce qu'il vient du cœur. Je comprends qu'il y a des histoires de com, mais il y a aussi des histoires de cœur. Pour répondre à ta question, est-ce que je le comprends? Instinctivement, je me suis dit, c'est dommage parce que moi, sur ce match-là, j'y serais allé et je leur aurais mis la pression dans les règles. C'est-à-dire que je pense que moi, perso, j'aurais gueulé pendant 2 heures. Je suis désolé, encore une fois, j'ai rien contre eux. S démission, Bokeh démission, Maurice, bon, mais il va se retrouver dans. Mais je ne vois pas d'autre porte de sortie à l'instant T. Pour répondre à ta question, j'étais dubitatif sur le huis clos que tu t'auto-imposes avant d'autres huis clos parce qu'en fait, du coup, tu te perds toute faculté d'aller dire quoi que ce soit dans un cadre précis. Parce que là, tu peux pas retourner au centre d'entraînement, t'es mort, tu finis, t'oublies. Tu vas pas te mettre à attraper des joueurs dans la rue, c'est pas l'idée, c'est pas des façons de faire et ça fera pas avancer les choses. Donc, je pense que tu avais un espace d'expression, c'était aujourd'hui. Mais par contre, il fallait le cadrer. Effectivement, il fallait pas partir dans tous les sens. J'ai pas la réponse. Instinctivement, je serais allé au stade et j'aurais demandé la démission de tout le monde pendant 2 heures. Est-ce que c'était plus intelligent? Je sais pas. Je suis pas sûr. Je sais pas, Hugo, ce que tu en penses. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'était même légitime, avant même les incidents et avant même cette semaine chaotique, c'était légitime que la Populaire Sud n'aille plus au stade. Faut rappeler que c'est quand même l'année de leurs 40 ans. Moi, je suis pas membre de la Populaire Sud ni un ultra, mais ce qu'ils font cette année, il faut souligner que c'est très beau. À chaque match, il y a des beaux tifos, des belles animations. Quand tu vois le rendu sur le terrain, bah, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Donc ce boycott, il est totalement cohérent. Il l'était déjà avant les incidents de Lorient, il l'est encore plus après. Et ben, il le sera encore plus après ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il faut quand même saluer qu'il y a quand même des supporters qui sont allés au stade et je trouve ils ont bien fait le travail pour quand même faire entendre leur mécontentement et quand même siffler les joueurs. Donc pour moi, c'était le cocktail parfait. Personne côté Populaire Sud, mais en même temps, les gens présents qui mettent quand même la pression aux joueurs. Donc pour moi, je salue tout ce qui s'est passé du côté des supporters. Tu m'as Avant... convaincu. Ouais, vas-y, Alex. Non, il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Ok, ok. Un Euh, deuxième vote. Messieurs, avant de parler un peu du match qui a eu lieu cet après-midi, euh, on en parlait un peu rapidement, hein, mais le positionnement un peu du propriétaire là-dessus. Alors, vous n'êtes pas propriétaire d'un club de foot, hein, jusqu'à preuve du contraire. Là, on a quand même un club qui a une mauvaise image, qui a de mauvais résultats. À chaque fois qu'on parle des supporters de l'OGC Nice, on en parle négativement, en attachant une étiquette toujours, on va dire, estampillée depuis, on va dire,
le Nice-Marseille, époque Galtier. Je trouve qu'il y a une bascule vraiment importante lors de ce match-là. Mais vous faites quoi concrètement? Alors, on se doute derrière qu'il y a une recherche active euh, d'un repreneur. Mais bon, aujourd'hui, ton entreprise que tu as acheté 100 millions d'euros il y a maintenant 6 ans, elle en vaut moins. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, les gars? Hugo? Franchement, c'est compliqué à dire par rapport à Ineos. T'as l'impression que de toute façon, on était prédestiné à être qu'une étape, entre guillemets, sur leur plan long terme. Les rumeurs de rachat des clubs anglais, elles sont arrivées très rapidement. Maintenant, ils sont sur Manchester United. En fait, par rapport à Ineos, cette semaine, j'ai rien appris de spécial, hein. C'est-à-dire qu'on attendait la communication depuis longtemps. Elle est arrivée uniquement parce qu'il y a eu des incidents. Et donc, franchement, je sais pas pourquoi ils nous ont racheté à la base. Je sais pas ce qu'ils vont faire maintenant. Enfin, sur Ineos, c'est le flou total et c'est très très dangereux pour nous en tout cas. Bah, perso, pour te répondre, Pancho, on n'a jamais compris quel était le sens du projet, hein, vraiment. Moi, je me rappelle que les premières déclarations quand ils rachètent le club, il y a 6 ans, c'est de dire on vient pour concurrencer le PSG. Il y a zéro blague, c'est la première chose qu'ils disent. Derrière, sportivement, on n'a jamais vraiment compris la ligne directrice. Et là, tu nous demandais si on était propriétaire de l'OGC Nice, qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, je commence par venir sur place pour voir un petit peu ce qui se passe. Pas nécessairement faire des audits, mais je viens moi et je passe 1 mois ou 2 mois sur place et je regarde comment ça bosse. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'arrête de déglinguer mon club à longueur d'interview en expliquant que c'est bidon, c'est nul et que je me fais chier quand à mort quand je le regarde. En termes de valorisation et des équipes et de ton club, c'est moyen. Et troisièmement, je constate et je prends des décisions et je me rends compte quand même que ça ne fonctionne pas, que tu as une image catastrophique, que sportivement, c'est pas transcendant, même si on va te dire oui, mais ça fait quand même 2 ans qu'on joue la Coupe d'Europe et tu regardes justement tes résultats en Coupe d'Europe et c'est catastrophique. Donc là, ouais, à la trêve, je prends des décisions et je me dis, ok, qu'est-ce qui fait que comment on peut réagir dans l'urgence déjà pour se rapprocher de nos supporters parce que si t'as plus personne qui va au stade et que la ferveur s'en va, ça va être compliqué. Et ouais, je mets le nez dedans et je donne l'exemple. Là, Ratcliffe, après, je le comprends, hein, lui, c'est comme si moi, demain, j'ai les moyens d'acheter un club de National 2 et puis un jour, bah, j'ai la moyen d'acheter l'OGC Nice. Et je vais acheter l'OGC Nice. Par contre, je vais peut-être pas crier sur tous les toits que le club de National 2, il est éclaté au sol et que j'en ai rien à carrer. Et peut-être que je vais essayer de créer des transversales entre les deux clubs et de les valoriser et puis de céder ce club de National 2 dans des bonnes conditions. Toute proportion gardée, je comprends pas en fait. C'est pas des gens qui aiment perdre des sous, c'est pas des gens qui aiment perdre. Ineos, ils ont tout gagné. Ils ont gagné en Formule 1, ils ont gagné en marathon, ils ont battu des records du monde incroyables, ils ont mis en place un système d'entraînement qui était colossal, ils ont gagné en voile, enfin ils ont gagné en tout. Et là, vous venez, vous avez une image cataclysmique. Je sais pas, vraiment, je comprends pas la ligne, euh, la ligne directrice depuis le début. Je comprends pas comment ça pourrait s'améliorer maintenant. Voilà. De toute manière, c'est un puits sans fond, j'ai l'impression, hein, depuis le rachat, parce que, comme tu l'as dit, hein, on a eu des stratégies différentes, et en même temps, la vraie bascule importante, et on en parlait dans un numéro à part avec Renault, c'est ce rachat de United qui, là, a exacerbé ce désintérêt profond de Ratcliffe envers l'OGC Nice. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, je pense aussi qu'on a besoin de retrouver un modèle. Alors, les finances sont très importantes dans un club de foot, surtout aujourd'hui avec les droits TV qui ne sont plus aussi importants qu'ils ne l'étaient il y a plusieurs années. Mais je trouve qu'on se perd un peu, on s'est perdu un peu sur notre stratégie. Et lorsque je vois une équipe comme Angers, qui finalement est en Ligue 1 depuis un certain temps, il y a eu, je crois, un, une montée et une descente il y a peut-être 2 3 ans, j'ai plus les dates exactes. Mais
il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a un recrutement pensé. Voilà, on n'a pas vraiment de stratégie sportive établie et le jeu n'est pas au cœur du projet. Et c'est ça qui est gravissime, justement, Hugo. Angers, c'est un peu l'équipe, j'ai envie de dire, pas dire surprise, mais quand même un peu, je veux dire, en vogue, parce que ça joue au foot, en fait. Que t'as pas de joueurs qui sortent vraiment du lot, si c'était peut-être Abdelli et Kofi sur cette saison, parce qu'Abdelli, c'est quand même, enfin, j'aime beaucoup ce joueur-là. Euh, mais là, cet après-midi, tu reçois Angers dans un duel pour, disons-le, le maintien. Et finalement, tu perds. Tu aurais pu perdre plus lourdement. Il n'y a pas eu de sursaut d'orgueil ou d'électrochoc comme annoncé. Ouais, tu prends l'exemple d'Angers, mais tu peux aussi, Metz, parmi nos Lorient, concurrents Le pour le Havre. maintien, même Auxerre, tu vois, qui est dernier et qui fait quand même souvent belle impression dans le jeu. En fait, moi, si tu élargis au spectre de la Ligue 1, tu peux te rendre compte que pour moi, il y a deux clubs en Ligue 1 qui n'ont pas de projet clair. Pour moi, c'est Nice et c'est Monaco. Et c'est pas un hasard si c'est les deux clubs qui sont en énorme difficulté cette saison, parce que tous les autres clubs, bah, ils savent où ils vont. Ils ont certes plus ou moins de moyens, mais ils ont un projet cadré. Tu regardes devant Marseille, il y a des moyens, c'est beaucoup plus court terme et ça va taper fort tout de suite. Tu as des clubs comme Lens qui ont beaucoup moins d'argent, mais qui vont, avec quelques idées, avec du centre de formation, bah, essayer de redresser un cap. Lille, un peu pareil, avec quelques coups de temps en temps. Puis tu as les clubs de deuxième partie de tableau, tous les Lorient, Auxerre qu'on a cités, qui ont vraiment pas du tout de moyens, mais qui font monter beaucoup de jeunes. À Angers, tu as cité Abdelli et Kofi, mais tu peux aussi parler du petit shérif et de Peter, qui sont deux jeunes joueurs qui ont moins de 18 ans, je crois, et qui sont les meilleurs buteurs d'Angers depuis le début de saison. Tu vois, c'est des très jeunes joueurs qu'ils arrivent à développer. Donc en fait, pour moi, tant que tu n'auras pas retrouvé un cap précis et un projet clair, bah, tu vas vivoter comme tu le fais en ce moment. Et pour moi, c'est pas forcément une question de moyens, puisque tu as des clubs comme Lens qui ont moins de moyens que toi et qui ont moins investi, qui font mais beaucoup mieux que toi à tous les niveaux. Garde la main, Hugo, par rapport au match. Nouvelle défaite, je ne les compte plus, je crois qu'on est à 7 consécutives, toutes compétitions confondues. Nouvelle défaite et finalement tu descends. Au soir de la 15e journée, t'es 13e, 14e. 12e pour l'instant, et Lorient peut te dépasser s'ils mettent un score à Lyon, et pour l'instant, ils mènent, je crois. Rendez-vous compte. Le match, Euh, du coup, Hugo, dans le contenu, bon, toujours ce dispositif, on va dire, cher à Francaise. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du match dans la continuité de ce qu'on a vu sur les dernières semaines? on va dire que moi j'attendais, puisqu'on m'a entre guillemets annoncé l'union sacrée et un groupe qui s'était soudé pendant la semaine, donc j'étais impatient de voir ce que ça allait donner sur le terrain. En plus, tu arrives avec du coup ce flocage spécial qui. Moi, ça me dérange pas tant le fait qu'il l'ait fait, mais en fait, tu fais ça, mais il faut assumer derrière. C'est-à-dire, tu prends clairement position contre tes supporters. Et donc, bah, ok, tu prends le pari de le faire, bah vas-y, rentre sur le terrain et assume. Et moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est un premier quart d'heure avec des joueurs qui avaient la peur au ventre. On l'a dit, il y avait peu de monde dans le stade, mais les gens qui étaient dans le stade ont sifflé. Bah, j'ai ressenti que les joueurs sur le terrain, bah, entre guillemets, ils se chiaient dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est terrible. Tu prends le parti de défier totalement tes supporters, bah, va jusqu'au bout et assume sur le terrain. Et au final, j'ai pas vu ça du tout. J'ai vu un premier quart d'heure vraiment terrible avec des fautes techniques comme on en voit rarement. Et bah, c'est très logiquement que qu'Angers ouvre le score. Et après, comme souvent, il y a du mieux en deuxième période, tu as toujours pas mal d'occasions, tu as 4-5 occasions. Et un peu comme à Porto, c'est dans la finition, c'est un déchet incroyable. J'ai des occasions de Sanson, de Jansson, enfin, c'est des erreurs techniques invraisemblables. Et malgré ouais, une petite folie à la fin quand Ndombele notamment est rentré, bah, tu perds très logiquement et t'as pas montré grand-chose, que ce soit dans le contenu et dans la personnalité, alors que c'est là qu'on t'attendait après tous les effets d'annonce de la semaine. Alex, t'as ressenti un peu sur le match, sur les choix, sur peut-être le seul élément positif de la rencontre, à savoir la rentrée de Tanguy Ndombele? Ouais, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Bon, déjà, j'étais très triste au début de ce match-là parce qu'on m'avait parlé d'ITT de 5 et 7 jours et j'ai appris l'essai de Terren Moffi et Jérémy Boga et du coup, j'étais vraiment défait. Plus sérieusement, on fait à leur âme. Euh,
Là, plus sérieusement, on fait un début de match catastrophique. C'est que des approximations. Au moins, tu pourrais attendre à ce qu'on gagne des duels et qu'on les soulève un peu, mais à l'image de ce que tu as fait ou en Coupe d'Europe ou mais plus récemment à l'Alliance contre Marseille où ils sont plus forts que toi, mais tu ne prends pas un duel, tu ne prends pas de carton. Alors il y a Louché qui va mettre une semaine. Son rouge, il est idiot, c'est au milieu du terrain, c'est bête que ça en peut plus. Juste une différence d'appréciation avec Hugo, c'est que effectivement, tu as des occasions à la fin et tu vendanges comme d'habitude. Hein. On aura des bonnes bouteilles, mais avant, il doit y avoir 3 ou 4-0 parce que même si Diouf fait pas irréprochable sur le but, il en sort 2-3 et en fait, s'ils sont un peu réalistes, il y a 3-0 à la 60e. Après, Ndombele rentre ben, à plus 8 kilos et à 42 ans visuel, il est plus fort au football que l'ensemble de tes joueurs. Donc, il te fait du bien. Nguene, c'était pas mal. En tout cas, il fait ce qu'il peut. Il va plus vite que Terem Moffi. Mais en même temps, il joue sans chaussures de ski, donc du coup, c'est plus facile. Mais, mais non, tu perds ce match normalement. Et vraiment, le pire, c'est pas de le perdre. Parce qu'encore une fois, tu peux en gagner 3 et tu seras dans le ventre mou. C'est pas trop ça. C'est que vraiment, je vois pas la porte de sortie. Tu restes toujours sur les mêmes systèmes de jeu. Tu as l'impression que cette équipe, elle a lâché son coach. Elle est lâchée par ses supporters qui eux-mêmes ont lâché leur coach, qui lui a lâché son président. Je vois pas la porte de sortie. Vraiment, là, en l'état actuel des choses, j'espère me tromper, mais ça me semble compliqué quand Quelle solution, les gars, en fait, là, concrètement pour vous dans l'immédiateté on nous annonce éventuellement des changements, alors des décisions dans les prochains jours, apparemment, dans ce que j'ai pu lire sur les réseaux. On sent que le départ de Hez semble inéluctable. même. On ne connaît pas les Moi, je- modalités. Est-ce que le propriétaire prendra ses responsabilités, comme tout chef d'entreprise, à lui rompre son contrat et à lui filer son chèque, mais repartir avec qui? Un pompier de service, un gars qui a un projet sur plusieurs années. Parce que là, en fait, il y a danger. Il y a danger, comme on le disait un peu au début d'émission. On ne joue pas, on n'est pas bon dans le jeu, on se fait marcher dessus dans les impacts, on gagne pas de points, on n'arrive pas à marquer des buts. On est l'équipe qui a je crois, le plus perdu de matchs du top 5. J'ai vu une stat comme ça. Défensivement, on est l'une des pires défenses du championnat, troisième, quatrième pire défense du championnat. Euh, voilà, je vais m'arrêter là, mais honnêtement, et encore une fois, je reviens là-dessus, hein, loin de moi l'idée de nous la péter ou quoi que ce soit, mais souvenez-vous lorsqu'on fait 10 sur 12 avec Rennes, Lille, Monaco et compagnie, hein, et qu'on était là, attention, on n'est pas bon, on n'est pas bon, on a de la réussite, on a la baraka avec Diouf à Rennes notamment, et là en fait, bah, c'était écrit et il n'y a pas d'amélioration depuis août en fait dans le jeu. Il n'y a pas d'amélioration depuis août et ça qui est ultra inquiétant, c'est que là on y file tout droit et on aura mérité de descendre s'il n'y a pas des décisions claires qui sont prises dans ce club. Ah ouais, puis t'as l'impression qu'en plus t'es lancé dans une guerre d'ego entre Hez et Bokeh, qui chacun vont camper sur les positions. Hez, je vais pas démissionner, mais par contre vous pouvez me virer. Et Bokeh, bah, on va pas te virer, on a confiance en toi. Donc en fait, c'est à partir du moment où il y a de l'ego dans la relation entre les deux, ça va être très compliqué. Ineos, je pense qu'ils en ont rien à foutre, hein, honnêtement. Hein. Je pense qu'ils vont. Que le club tombe en Ligue 2 ou pas. Lausanne était tombé aussi en seconde division suisse et c'était un drame pour les supporters du club, mais ils en ont rien eu à foutre. Hein. C'est pour eux. Pour moi, je pense qu'on est totalement hors du champ de vision de Jim Ratcliffe. Qu'on n'a rien à attendre d'eux sur une décision impactante. Et nous, de notre côté, on est coincé entre la guerre d'ego entre Hez et Bokeh. Après, est-ce que Hez pourra prendre ses responsabilités, mais peut-être sur un moment où, enfin, comme on avait dit, s'il était parti cette semaine, il serait un peu passé pour un lâche du point de vue de ton image. Peut-être qu'à la trêve hivernale, là, vu que là, on va enchaîner tous les 3 jours, c'est peut-être pas le bon moment, mais ouais, peut-être fin décembre, c'est peut-être le bon timing. Et si Hez repart en janvier, moi je comprendrais pas du tout. Je comprendrais pas du tout où on va et je serais plus qu'inquiet, quoi.
déjà que je suis très inquiet à l'heure actuelle. Alex? Déjà, je te trouve très sévère parce qu'on a des super beaux stickers au stade. Et ça, quand même, faut pas oublier. C'est magnifique. On a un très beau maillot terracotta avec le vert des persiennes du course Aléa, donc tout va pas si mal. Trêve de plaisanterie, je vois pas comment tu vas pouvoir continuer comme ça. Encore une fois, j'ai rien contre Francaise et je pense que c'est un bon coach, vraiment, mais pas dans ce contexte-là. Ça ne prend plus. Bokeh, ça n'a jamais imprimé, ça n'a jamais pris. Je ne vois pas comment subitement ça va être un président qui devient entraînant et qui va tenir ses équipes. Mais j'y crois pas un instant. Je pense qu'il faut se recentrer sur ce qu'on sait faire. Il y a des clubs qui ont beaucoup moins de moyens que nous, clairement. Je pense qu'il faut recruter un peu plus intelligemment, à la fois des joueurs de football, mais aussi des hommes euh, qui s'imprègnent de la culture, pas des gens qui en ont rien à carrer et qui sont de passage. Et ça se joue aussi, à mon sens, à l'intérieur du club, avec des compétences venues de l'extérieur, parce que c'est toujours bénéfique, mais qui soient aussi imprégnées des valeurs que représente ce club et cette ville et cette identité. Et même si ça ne fait pas tout, des fois, ça compense un peu un déficit de talent. On l'a vu, ça fait partie de notre histoire et de notre ADN. On a vu des équipes peu talentueuses. Moi, je pense qu'il faut sauver des meubles pour cette année. Je vois pas comment tu peux repartir avec Eze en janvier. Et même lui, rationnellement, je vois pas réellement son intérêt. Euh, Tant la cassure est grande, le, le rapprochement avec les supporters, il va pas se faire comme ça. Et il va falloir prendre des décisions drastiques. Je sais pas mon rôle, j'ai pas la compétence de le faire, mais je rejoins Hugo dans ce qu'il dit. Je ne comprendrai pas qu'ils repartent avec Eze en janvier. De la même façon, je ne comprendrai pas qu'ils repartent avec Bokeh en janvier, ou en tout cas Bokeh à ce poste-là. Voilà, parce que Bokeh, je crois que c'était un bon président délégué. Bah, c'est surtout Mais qu'il pas. il a une double casquette à l'heure actuelle, en fait, hein. Il était directeur général avec un président l'année dernière. Là, il est directeur général et président du club. Il y a aussi cette voilà, double C'est casquette aujourd'hui qui, pour moi, déjà est très, très étonnante. Alors, peut-être que ça s'est déjà fait dans d'autres clubs, je ne sais pas. Mais le concernant, euh, voilà, incarnation du club, de l'identité club, etc., dans le discours, dans le charisme, dans le fait de recadrer les gars quand il y a besoin de recadrer parce que c'est le rôle d'un président. J'ai très peur et j'ai pas l'impression que si j'étais joueur de l'OGC Nice, je serais inspiré par ce personnage-là parce qu'on a besoin d'avoir ce fil conducteur, d'avoir ce chef de meute, des fois, par moment, et Bokeh, malgré toutes les compétences qu'il peut avoir et tout le CV important, c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est très compliqué. Messieurs, on va clôturer ce numéro. On a passé en revue énormément de sujets. C'était nécessaire. Je ne vous cache pas qu'on s'était posé l'idée de faire deux numéros distincts. Bon, s'il y avait eu plus de choses à dire sur le match, sans doute que ça aurait vu le jour. Mais là, au regard de la situation et au regard du fait que la série soit toujours aussi compliquée et qu'il n'y ait pas forcément du mieux sur le terrain, il valait mieux faire de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner sur les plateformes de podcast, sur YouTube notamment, et puis à échanger. Voilà, nous on reste là, on terminera la saison, peut-être pas comme certaines personnes du club ou certains joueurs d'ailleurs. Mais même dans les temps durs, c'est important. Format thérapie, on va dire, hein, comme le disait si bien Avantinissa, de discuter autour du club et en espérant un avenir meilleur. Hugo, merci. Alex, un grand merci à toi pour ta venue et pour ces échanges. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine aux personnes qui vont nous écouter. Et nous, on se retrouve bien dès la semaine prochaine, parce qu'il y a la Coupe d'Europe, les gars. La semaine prochaine, yes! Yes, la Coupe d'Europe! Pour ce petit générique de la Ligue Europa dans mes oreilles. Vous l'avez en tête, le générique de la Ligue Europa, c'est terrible. Il est dur. Merci les gars, c'était un vrai plaisir. Merci Hugo, merci Pancho, un régal. Plaisir partagé, les gars. Et puis, on se dit, nous, à très vite. Ciao. À plus, salut.